La pluie tombait en fines aiguilles sur les toits de la Croix-Rousse, et la Saône avait cette couleur de métal qui annonce les nuits où l'on se perd. Geneviève, 63 ans, tenait la poignée de la porte comme on tient la rambarde d'un bateau en pleine tempête. Dans le couloir étroit de l'appartement, entre les valises et les manteaux qui goûtaient, Paul fixait ses chaussures. Il n'osait pas la regarder. « Je n'en peux plus », souffla-t-il. Sa voix heurta les carreaux de ciment autant que le cœur de Geneviève. Dans la chambre, sa mère, Jeanne, 82 ans, droite comme un vieux platane, venait d'éteindre sa lampe. « Tant que tu vis sous mon toit », avait-elle répété la veille, imperturbable, refusant encore qu'il dorme dans le même lit. Geneviève avait cru, naïvement, qu'on pourrait concilier la pudeur obstinée d'une autre époque avec l'amour qu'elle s'était enfin autorisé après une vie de concession. Mais les nuits séparées avaient creusé un canyon. Et ce soir, ce canyon avalait tout. Paul prit la plus lourde valise, celle aux autocollants délavés de Marseille et de Collioure, leurs étés bleus, leurs promesses. « Tu as choisi », dit-il sans colère, presque avec fatigue. Geneviève sentit ses doigts se glacer. Elle voulut parler, dire que non, qu'elle n'avait choisi personne, qu'elle n'avait pas choisi de devenir l'infirmière de sa mère ni la gardienne des murs, qu'elle n'avait pas choisi d'avoir à justifier l'amour après 60 ans. Quand elle ouvrit la bouche, seul un souffle en sortit. Au fond du couloir, deux petites silhouettes observaient, pieds nus sur le parquet froid, Émile et Lou, ces petits-enfants qu'elle élevait depuis le départ de leur mère pour Paris, provisoirement avait-on dit. « Mamie » demanda Lou, la voix en sucre qui fend tout. Paul poussa la porte. Le courant d'air éteignit la veilleuse du couloir. Les valises disparurent dans la cage d'escalier, englouties par l'odeur de pierre humide. Geneviève resta là, main crispée sur la poignée, le cœur vidé, avec la sensation d'être la dernière passagère d'un train qui ne reviendrait plus jamais. Et pourtant, au milieu du silence, un bruit léger, celui de sa propre respiration, qui refusait d'abandonner. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, de Lyon, de Paris, de Lille, de Bordeaux, peut-être de Montpellier, de Nantes, de Strasbourg ou d'un petit village entre deux collines. J'adore lire vos villes, vos quartiers, vos cafés préférés où vous écoutez ces histoires. Écrivez-moi aussi si vous connaissez la Croix-Rousse, ses escaliers, ses traboules et ses soirs de pluie. Votre présence compte et ce soir, plus que jamais, cette histoire parle de vous, de nous, de ce qui nous tient debout quand tout vacille. La porte avait claqué sans violence, comme si la maison elle-même n'osait pas faire de bruit. Geneviève resta immobile, la paume encore tiède contre la poignée froide, à l'endroit précis où la vie, quelques secondes plus tôt, s'était divisée en deux. Les escaliers sentaient la pierre, la lessive bon marché et les pas humides de l'immeuble. Elle n'entendit pas les voix des voisins, ni le ronronnement de la chaudière, ni la pluie. Le temps, lui aussi, semblait retenir son souffle. Dans la cuisine, la bouilloire avait émis ce petit clic qui annonce l'eau chaude. Paul aimait le thé noir corsé, avec une larme de lait. Elle se surprit à verser sans y penser. La tasse resta intacte sur la table, fantôme brûlant d'un geste inutile. Sur le frigo, un dessin de loup, un grand soleil maladroit au-dessus d'un pompe tenait avec un aimant en forme de quenelle rose. Le pont de la Feuillée, avait corrigé Émile, sérieux comme un vieux monsieur de 8 ans. Geneviève effleura le papier. Le pont, ce soir, ressemblait à un fil coupé. La mère de Geneviève toussa dans la chambre attenante. Une toux sèche, familière, qui rappelait les sirops d'hiver et les nuits passées à compter les secondes entre deux quintes. « Ça va, maman » demanda Geneviève, la voix basse pour ne pas réveiller les enfants. « Ferme la porte, il fait courant », répondit Jeanne, fidèle gardienne du confort minimal, indifférente à l'ouragan qui avait emporté le couloir. Elle ne demandait jamais « Comment tu te sens ?» ne l'avait jamais fait. Dans le monde de Jeanne, on avançait droit, la tête haute, et l'amour se murmurait en posant une assiette plus pleine ou en raccommodant un bouton. Les draps, eux, avaient des frontières. Geneviève retourna au salon. Les rideaux lourds pendaient comme des manteaux mouillés. Elle alluma une lampe, lumière miel qui rend les soirs moins cruels. Puis elle sentit la brûlure, pas celle des larmes, elle viendrait plus tard, mais celle d'un vide aigu, le même vertige qu'au bord d'une falaise sans garde-fou. À 63 ans, l'abandon avait un goût métallique, presque surprenant. On croit,
passé un certain âge, avoir déjà tout encaissé, les renoncements, les illusions qui s'effritent, les corps qui changent, les amitiés qui s'éloignent. Mais l'amour, quand il s'arrache, ne demande pas l'âge de la plaie. Elle repensa à la première nuit où Paul avait dormi, sur le canapé. Juste le temps que ta mère s'habitue, avait-il dit avec un sourire qui voulait être brave. Jeanne avait servi le café le lendemain matin en silence, comme on bénit ou comme on condamne. La semaine suivante, Paul avait proposé un lit pliant. Jeanne avait secoué la tête, sous mon toit, on respecte. Respecter quoi? Les fantômes, les murs, la version d'un monde où le désir n'a pas sa place dans les cheveux gris? Geneviève avait voulu traduire, négocier, pacifier. Elle avait vécu sa vie entière à ménager les angles. Elle n'avait pas vu la ligne droite qui menait au précipice. Dans la petite chambre au papier peint défraîchi, Émile se tourna dans son sommeil. « Papy » murmura-t-il sans s'éveiller. Le mot creusa un sillon dans la poitrine de Geneviève. Paul n'était pas leur grand-père de sang, mais il avait construit des cerfs-volants, réparé des genoux écorchés, inventé des recettes avec du comté et trop de thym. Les enfants ne comptent pas avec les mêmes unités que les adultes, ils mesurent en rire, en mains qui se tendent, en histoires racontées le soir. Papy était vrai. L'absence aussi. Sur la table basse, un livre ouvert à plat, les récits d'enfance à Lyon. Paul l'avait acheté pour leur projet de promenade dominicale, marcher jusqu'à Saint-Jean, prendre le funiculaire, manger une tarte praline. Le signait un ticket de tram T3 dépassait de la page où l'auteur évoquait l'art de tenir ensemble ce qui s'effrite. Ironie cruelle. Geneviève referma doucement le livre, avec la précaution qu'on réserve aux choses qui cassent. Elle alla jusque sur le balcon. La ville respirait un air froid qui piquait. En face, une fenêtre allumée laissait deviner une silhouette qui dansait seule, casque sur les oreilles. Un geste libre, intime, insouciant. Geneviève se sentit vieille, soudain, pas à cause de son âge mais pour la quantité de devoirs invisibles qu'elle portait, il faut, empilés comme des valises qu'on ne vide jamais. Être la fille de Jeanne. Être la mère de sa propre fille, absente mais promise au retour. Être la grand-mère d'Émile et de Lou. Être la compagne d'un homme qui, chaque nuit, apprenait l'éloignement. Être tout à la fois sans se briser. Quand elle revint dans le salon, la tasse de thé avait fait un petit halo sur la table. Geneviève posa sa main dessus, cherchant une chaleur qui n'existait plus. Elle pensa à appeler sa fille Clara à Paris. Puis renonça. Clara répondrait « Je suis en réunion, je rappelle ce soir, tiens bon, maman. » Tenir bon, une injonction légère quand on a 28 ans et des sneakers neuves. Une montagne quand on a 63 ans, 2 enfants endormis, une mère qui veillera à l'aube et un lit trop large pour une seule respiration. Alors Geneviève fit ce qu'elle avait toujours su faire, elle rassembla. Les doudous glissés au bord des oreillers, les rideaux tirés, la lumière de la salle de bain éteinte, la porte d'entrée vérifiée 2 fois. Elle s'assit enfin au bord du lit conjugal, ce lit neutre où l'on n'avait pas le droit de partager la nuit, et regarda les draps. Elle essaya d'imaginer la courbe de Paul, son odeur de savon et de poivre, la chaleur exacte de son épaule. Elle n'y parvint pas. Déjà, l'absence décolore. C'est sa cruauté, elle vole d'abord les contours. La douleur, chez Geneviève, ne criait pas. Elle s'installait avec la minutie obstinée d'une couturière, point après point. Elle se souvenait de son père, parti lui aussi un soir d'orage, et de sa mère impassible, essayant un nouveau tablier le lendemain. Le monde appartient à celle qui ne pleure pas, avait lâché Jeanne en épluchant des pommes de terre. Ce soir-là, Geneviève sut qu'elle ne voulait plus de cet héritage. Mais refuser un héritage n'efface pas la maison. Au tout petit matin, avant même que les pigeons ne s'installent sur la gouttière, elle se leva. Elle alla dans la chambre des enfants. Lou avait les cheveux en halo. Émile serrait un petit camion rouge. Geneviève sourit malgré le sel sur ses lèvres. Il y avait encore cela, 2 raisons de se lever, de préparer du chocolat chaud, d'inventer une journée qui ne se casse pas. Elle s'accrocha à cette idée comme on attrape une branche dans un torrent. Et, dans le battement silencieux de son cœur, une phrase se mit à résonner, d'abord timide, puis plus nette, « Si je dois choisir, je me choisis. » Cela lui fit peur. Cela lui fit du bien.
Elle ne savait pas encore comment. Mais au-delà de la chute, il y aurait bien une marche. Peut-être minuscule. Peut-être suffisante pour avancer d'un pas. Le lendemain matin, la lumière grise filtrait par les rideaux épais, dessinant des lignes pâles sur le parquet. Geneviève ouvrit les yeux avant même que le réveil ne sonne. La première sensation fut l'absence, ce creux dans le lit, ce silence où d'ordinaire Paul aurait grogné doucement en cherchant ses chaussettes, ce parfum léger de café moulu qui précédait leur matinée. Il n'y avait rien. Rien, sinon le battement lourd de son propre cœur et le cliquetis lointain des tuyaux de chauffage. Elle avait cru qu'après 63 ans de vie, les blessures s'amortissaient. Mais non, certaines coupes sont aussi tranchantes qu'à 20 ans. Elle se leva, pieds nus sur le sol froid. Dans la cuisine, la tasse de la veille trônait toujours, auréolée d'un cercle brun. Elle la regarda longuement, comme si la vaisselle pouvait soudain se transformer en oracle. Puis, mécaniquement, elle rangea. Le bruit de la porcelaine contre l'évier résonnait trop fort. Elle songea à descendre chercher du pain frais à la boulangerie du coin, rue Burdeau. Mais l'idée de croiser le sourire bienveillant de Madame Roux, la boulangère, et d'avoir à expliquer l'absence de Paul lui serra la gorge. Non, elle resterait enfermée aujourd'hui. Le monde pouvait attendre. Les enfants, eux, ne pouvaient pas attendre. Lou arriva en traînant son doudou, les cheveux en bataille. « Mamie, il est parti ou papy ?» demanda-t-elle en frottant ses yeux. Geneviève se figea. Comment expliquer à une petite de 6 ans qu'un amour peut se briser non pas à cause d'une dispute tonitruante, mais à cause de murs invisibles qu'on n'a pas su abattre? Il a dû voyager, dit-elle maladroitement, le cœur serré. Émile, plus vif, fronça les sourcils. Voyager où? L'enfant sentait déjà le mensonge. Mais il ne posa pas plus de questions. Le silence pesait plus fort que les mots. Dans la journée, Geneviève accompagna sa mère chez le médecin. La salle d'attente sentait l'encaustique et le désinfectant. Jeanne, imperturbable, décrivit ses douleurs d'un ton neutre. Pas une mention de la nuit précédente. Comme si l'abandon de Paul n'était qu'une péripétie mineure, un courant d'air dans une maison solide. Geneviève, assise à côté, sentait son ventre se tordre. Elle aurait voulu crier, rappeler que son amour avait été avalé par une règle absurde, celle d'une mère incapable de céder une chambre, un lit, un espace intime. Mais elle resta muette. Elle avait toujours été la fille sage, l'ombre docile. Même à 60 ans passés. Le vide s'installa comme une présence. Le soir, après avoir couché les enfants, elle descendit les escaliers et marcha dans les traboules de la Croix-Rousse. Les murs ocre semblaient plus hauts que jamais, les pavés résonnaient sous ses pas solitaires. Elle regardait les couples qui riaient en terrasse malgré le froid, les silhouettes enlacées qui partageaient un parapluie. Elle se sentit invisible, vieille, décalée. Une femme qui avait trop donné et qui, maintenant, n'avait plus rien. L'absence de Paul était devenue un miroir cruel, elle y voyait non seulement un homme qui part, mais aussi tous les sacrifices qu'elle avait consentis dans sa vie, toutes les fois où elle avait choisi les autres plutôt qu'elle-même. Les nuits suivantes furent les pires. Le sommeil la fuyait. Dans le silence, elle entendait le tic-tac amplifié de l'horloge, la respiration lourde de sa mère derrière la cloison, les murmures des enfants dans leurs rêves. Elle se tournait dans le lit froid, sentant les draps comme une mer hostile. Elle repensait à chaque instant partagé avec Paul, leurs escapades en Provence, ces blagues un peu nulles qui la faisaient rire malgré tout, sa main posée sur la sienne pendant les repas de famille. Chacun de ces souvenirs, au lieu de réconforter, devenait une aiguille plantée dans sa chair. La mémoire, parfois, est une ennemie plus cruelle que l'oubli. Le vide s'exprimait aussi dans son corps. Elle perdit l'appétit, maigrit rapidement. Ses joues se creusèrent, ses yeux se cernèrent. Ses voisins lui demandaient poliment si tout allait bien. Elle souriait, comme on met un pansement sur une plaie béante. Sa fille, Clara, appelait rarement, toujours pressée. « Ça va, maman ?»« Oui, ma chérie. » Le mensonge devenait réflexe. Comment avouer que sa vie, à plus de 60 ans, s'effondrait comme un château de sable balayé par la marée? Un soir, alors que la pluie battait sur les vitres, elle s'assit dans le salon avec une bouteille de vin entamée. Elle n'avait jamais bu seule. Mais ce soir-là, le liquide rouge semblait une compagnie.
Elle versa un verre, le but d'un trait. La chaleur la fit pleurer. Elle ne pleurait pas souvent, d'éducation oblige, mais cette fois, les sanglots jaillirent comme une digue rompue. Elle pleura pour Paul, pour elle-même, pour toutes les années perdues à obéir aux règles des autres, pour cette sensation de n'avoir jamais eu le droit d'aimer librement. Les larmes trempèrent sa robe, et elle ne tenta pas de les arrêter. Les jours suivants, Geneviève sentit une lourdeur dans ses jambes, un vertige dans ses gestes. Elle craignait de sombrer dans une dépression qui l'empêcherait même de s'occuper d'Émile et Lou. Mais c'est précisément leur présence qui l'empêcha de glisser totalement. Chaque matin, leur rire maladroit, leurs demandes innocentes, leur simple faim la forçaient à bouger. « Mamie, fais les crêpes comme papy les faisait. » Lou insistait. Alors Geneviève battait les œufs, faisait sauter la pâte. Elle souriait, malgré la douleur, parce que 2 petites vies dépendaient d'elle. Le vide, paradoxalement, se fit moteur. Plus le silence de Paul résonnait, plus Geneviève sentait la nécessité de ne pas céder au néant. Elle commença à écrire, le soir, dans un carnet abandonné dans un tiroir. D'abord des phrases courtes, maladroites, « je souffre, j'ai peur, pourquoi moi ?» Puis peu à peu, les mots se délièrent. Elle décrivit son histoire, son enfance stricte, sa jeunesse effacée, son mariage arrangé, la naissance de Clara, et enfin cette rencontre tardive avec Paul, cette chance d'aimer qui s'était effondrée. Écrire, c'était respirer. Chaque page la rapprochait d'elle-même. Et pourtant, le vide restait. Un vide qui n'était pas seulement la perte de Paul, mais la révélation d'une vérité plus profonde. Toute sa vie, Geneviève avait vécu dans l'ombre des autres. Ce n'était pas un homme qu'elle perdait. C'était une identité qu'elle n'avait jamais vraiment possédée. Ce constat fit mal, plus mal encore que l'abandon. Mais dans cette douleur, un frisson naquit, celui d'une lucidité. Elle ne savait pas encore où cela l'amènerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle pressentit qu'au cœur du vide, une graine pouvait peut-être germer. Une rencontre inattendue, une parole, ou un geste minuscule déclenchera le point de bascule, ce moment où l'on comprend que la chute n'est pas la fin mais le seuil d'autre chose. Le mois de novembre s'était installé avec sa grisaille tenace. Les arbres de la Croix-Rousse perdaient leurs dernières feuilles, qui s'écrasaient en silence sur les trottoirs humides. Geneviève marchait plus souvent, comme pour user ses pensées sur les pavés. Ses pas la menaient toujours au même lieu, la place Colbert, la montée de la Grande Côte, les petites librairies où l'odeur du papier ancien adoucissait son cœur. Mais chaque promenade ramenait la même douleur, Paul n'était plus là pour marcher à côté d'elle, commenter les vitrines, inventer des histoires sur les passants. Le vide persistait. Un après-midi, pourtant, quelque chose changea. Elle s'était arrêtée dans une librairie de la rue Burdeau, attirée par un présentoir de carnets reliés en cuir. Elle en caressa un, brun foncé, au grain épais. Le libraire, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes, remarqua son hésitation. « Celui-ci est solide, madame. Il garde bien les secrets, dit-il avec un sourire discret. » Geneviève sourit poliment, prête à reposer l'objet, mais ses doigts refusèrent. Elle acheta le carnet. Ce fut un geste minuscule, presque banal. Et pourtant, il ouvrit une brèche. Chez elle, le soir venu, elle s'installa à la table de la cuisine. Le silence était lourd, seulement troublé par les voix des enfants endormis et le ronflement de sa mère derrière la cloison. Elle ouvrit le carnet. La première page la nargua, blanche, immaculée. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, presque sans réfléchir, elle écrivit « Je suis encore vivante ». Les mots jaillirent, d'abord hésitants, puis plus assurés. « On m'a laissé, trahi, oublié, mais je respire encore. Et tant que je respire, quelque chose est possible. » Ce fut une détonation intérieure. Pour la première fois depuis le départ de Paul, Geneviève sentit une étincelle, fragile mais réelle. Non pas l'étincelle du bonheur, mais celle de la révolte douce. Elle comprit que si elle continuait à se définir par les choix des autres, sa mère, sa fille, son mari, elle mourrait lentement, même debout. Le lendemain, elle accompagna Émile et Lou à l'école. Sur le chemin, Lou s'arrêta devant une vitrine où une affiche annonçait un atelier de peinture pour enfants. « Regarde mamie. On peut dessiner des soleils », s'écria-t-elle. Geneviève lut les détails,
L'atelier avait lieu tous les mercredis après-midi, au centre culturel du quartier. Sans réfléchir, elle inscrivit les enfants. Quand elle les déposa le mercredi suivant, elle resta dans le hall, observant par la porte vitrée. Les pinceaux dansaient, les rires éclataient. Lou avait dessiné un soleil énorme, Émile un bateau. Geneviève sentit son cœur se dilater. Elle aussi voulait retrouver des couleurs. Le centre proposait aussi des ateliers pour adultes. Elle hésita, l'espace d'une seconde, puis s'inscrivit à un atelier d'écriture, le jeudi soir. La première séance fut intimidante. Une dizaine de personnes, la plupart plus jeunes qu'elle, griffonnaient déjà sur leurs cahiers. L'animatrice, une femme aux cheveux argentés, demanda « Écrivez 3 souvenirs qui vous définissent ». Geneviève resta figée, le stylo en suspens. Puis elle écrivit « Le jour où mon père est parti. Le jour où ma mère a interdit à mon mari de dormir avec moi. Le jour où Paul a fermé la porte. » Quand vint son tour de lire, elle tremblait. Sa voix était basse, mais chaque mot semblait sortir du gouffre. À sa surprise, les autres écoutèrent avec attention. Certains hochèrent la tête, d'autres essuyèrent une larme discrète. L'animatrice dit simplement « Merci, Geneviève ». C'était fort. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un la voyait, vraiment, au-delà des rôles de mère, de fille, de grand-mère. Elle rentra chez elle le cœur battant. Ce soir-là, en regardant son reflet dans le miroir, elle ne se vit pas seulement comme une femme brisée. Elle se vit comme une survivante. La bascule s'amplifia lorsqu'elle reçut une lettre. Elle n'en recevait presque plus, à part les factures. Mais celle-ci portait une écriture familière. C'était Paul. Une page sobre, sans fioriture. Il y disait « Je t'ai aimé, mais je n'ai pas su attendre. Je n'ai pas su lutter contre ta mère. Je n'ai pas eu la force. Pardonne-moi. » Geneviève lut et relut. Les mots lui firent mal, mais au lieu de l'écraser, ils confirmèrent ce qu'elle pressentait. Paul n'était pas parti parce qu'elle n'était pas aimable. Il était parti parce qu'il n'était pas assez fort. Cette nuance changea tout. Pour la première fois, la faute ne reposait pas uniquement sur ses épaules. Assise sur le balcon, la lettre sur les genoux, Geneviève regarda le ciel d'hiver s'embraser de nuances roses et violettes. Elle respira profondément. Elle n'avait pas choisi ce départ. Mais elle pouvait choisir la suite. Cette pensée la fit frissonner. C'était le point de bascule, comprendre que même dans l'abandon, elle avait encore le pouvoir d'écrire la suite de son histoire. Elle décida alors une chose simple, presque dérisoire mais immense pour elle, elle allait voyager. Pas loin, pas longtemps, elle n'avait ni les moyens ni la liberté complète. Mais elle prendrait un train, irait voir la mer, seule. À 63 ans, ce geste résonnait comme une victoire. Elle n'en parla pas à sa mère, qui aurait sûrement critiqué. Elle expliqua simplement aux enfants qu'ils passeraient un week-end chez une voisine bienveillante. Ce samedi-là, Geneviève prit le train pour 7. Le roulis du wagon, le paysage qui défilait, collines, vignes, champs lui donnèrent la sensation d'un départ réel. Arrivée sur le quai, l'air salé emplit ses poumons. Elle marcha jusqu'au bord de la Méditerranée. Les vagues venaient s'écraser avec une force douce, régulière. Elle s'assit, enleva ses chaussures, laissa l'eau glacée lécher ses pieds. Elle sourit, seule. Et dans ce sourire, il n'y avait ni Paul, ni Jeanne, ni Clara. Il y avait seulement elle. Ce fut là, devant la mer, qu'elle prononça à voix basse « Je choisis de vivre ». Elle le répéta, 3 fois. Chaque répétition était plus ferme. La bascule était accomplie. Le retour de cette fut brutal. Dans le train qui la ramenait vers Lyon, Geneviève avait encore le goût salé sur les lèvres, le bruit des vagues dans la tête, la sensation d'avoir repris une bouffée d'air après des mois d'apnée. Mais à peine descendue à la gare de Perrache, le poids des obligations l'écrasa de nouveau, les regards pressés, les annonces métalliques, le sac lourd sur son épaule. Elle redevint la femme de toujours, celle qui portait plus de charges qu'elle ne pouvait en avouer. Quand elle poussa la porte de l'appartement, Jeanne l'attendait dans le couloir, bras croisés, le visage fermé. « Où étais-tu » demanda sa mère d'une voix glaciale. Geneviève hésita. Mentir aurait été plus simple. Mais elle répondit
j'avais besoin de partir. Jeanne haussa les sourcils. À ton âge? Tu as des enfants à charge, une maison à tenir. Ce n'est pas le moment de jouer les jeunes filles en cavale. Geneviève sentit une colère sourde monter. Elle avait toujours baissé la tête, mais ce soir-là, une fissure s'élargit. Elle répliqua doucement, mais fermement, justement, maman. À mon âge, je n'ai plus de temps à perdre. Jeanne resta figée, comme si ces mots avaient été une gifle. La lutte externe commença là, dans ce corridor étroit, face à sa mère qui représentait toute une vie de contraintes et d'interdits. Mais la lutte interne, elle, était encore plus violente. Car une fois dans sa chambre, Geneviève s'assit au bord du lit et fut assaillie par des doutes. Avait-elle eu raison? Était-elle égoïste de penser à elle alors que 2 enfants dépendaient d'elle? Était-elle ingrate envers sa mère, qui malgré ses rigidités, l'avait nourrie, logée, soutenue dans ses faiblesses? Chaque petite victoire intérieure semblait déclencher un cœur d'accusation dans sa tête. Les jours suivants furent un champ de bataille invisible. Jeanne multiplia les remarques acerbes. Tu t'absentes trop, tu changes, tu laisses filer les traditions. Clara, sa fille, téléphona un soir pour dire « Maman, Lou m'a raconté que tu es partie à la mer. Tu crois que c'est prudent de leur donner de faux espoirs ?» Geneviève serra les dents. Sa propre fille, absente la plupart du temps, osait lui reprocher de respirer enfin. Mais elle ne répondit rien. Pas encore. Le jeudi, lors de l'atelier d'écriture, elle laissa exploser ses contradictions sur le papier. Elle écrivit une scène où une femme plantait ses pieds dans le sable et criait face à l'océan, pendant que derrière elle, des voix invisibles répétaient « Rentre, tais-toi, obéis ». Quand elle lut ce texte devant le groupe, sa voix trembla, mais elle tint bon. L'animatrice lui dit « Vous êtes en train d'écrire votre révolte. Continuez ». Ces mots résonnèrent en elle toute la nuit. Pourtant, la réalité quotidienne restait dure. Les finances étaient précaires. Paul avait cessé d'envoyer son aide, malgré ses promesses initiales. Les factures s'accumulaient. Geneviève se surprit à calculer combien de repas elle pouvait tirer d'un sac de lentilles et de quelques légumes du marché. Elle s'improvisait funambule sur le fil du mois, tout en essayant de protéger les enfants de cette angoisse. Elle souriait en leur servant la soupe, inventant des histoires drôles pour masquer son inquiétude. La lutte interne atteignit son apogée une nuit d'hiver. Elle s'était levée pour boire un verre d'eau. Dans le couloir, elle s'arrêta devant le miroir. Son reflet la frappa, cerne profond, épaules voûtées, cheveux épars. Elle ne se reconnut pas. Une voix intérieure lui murmura « Tu es fini ». Elle ferma les yeux. Puis une autre voix, plus ténue, répliqua « Non. Tu commences ». Elle resta longtemps, immobile, entre ces 2 voix. Ce fut une nuit blanche. Mais au matin, elle se dit « Si je ne choisis pas la seconde voie, personne ne le fera pour moi ». Elle décida alors de chercher un travail, malgré son âge. Ce fut une épreuve en soi. Chaque entretien ressemblait à une mise à l'épreuve, des regards sceptiques, des phrases polies mais tranchantes. Vous êtes très expérimenté, mais nous cherchons un profil plus jeune, le rythme pourrait être difficile pour vous. Elle rentrait parfois en larmes, humiliée. Mais elle persista. Cette lutte externe contre l'âge et les préjugés renforçait sa lutte interne. Elle apprit à transformer chaque refus en carburant, chaque humiliation en preuve qu'elle n'était pas encore vaincue. Un jour, contre toute attente, elle trouva. La bibliothèque municipale de la Croix-Rousse cherchait une aide à mi-temps. Ranger les livres, orienter les visiteurs, organiser des ateliers. Quand la responsable lui serra la main et dit « Bienvenue parmi nous », Geneviève crut qu'elle allait s'effondrer de soulagement. Ce n'était pas grand-chose, financièrement. Mais c'était une place. Une reconnaissance. Un espace où elle n'était pas seulement la fille de Jeanne, la mère de Clara ou la grand-mère d'Émile et Lou. Elle était Geneviève. Bien sûr, Jeanne critiqua « À ton âge, courir derrière un travail ? Ridicule. » Mais cette fois, Geneviève ne se défendit pas. Elle sourit. Parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle avait gagné une bataille invisible. La lutte externe se poursuivit dans 1000 détails, affronter les jugements des voisins, résister aux reproches de Clara, tenir tête au sarcasme de sa mère.
La lutte interne, elle, devint un entraînement quotidien, apprendre à s'aimer sans condition, à croire qu'il n'était pas trop tard, à se lever chaque matin avec un but. Un soir, en quittant la bibliothèque, elle passa devant une vitrine où une affiche annonçait « Cours de théâtre pour adultes, trouver sa voie ». Elle resta plantée devant, le cœur battant. C'était une folie. Mais elle savait que ce serait sa prochaine lutte, oser monter sur une scène, oser parler devant d'autres, oser exister pleinement. Il y a des jours où tout semble identique, où l'on répète les gestes comme une mécanique usée. Et puis, soudain, un détail se transforme en signe, une lumière s'allume là où on ne l'attendait pas. Pour Geneviève, ce signe apparut un jeudi soir d'hiver, dans une petite salle du centre culturel, devant une poignée de chaises vides et un rideau rouge défraîchi. Elle avait finalement osé s'inscrire à ce cours de théâtre pour adultes. La première séance, elle entra discrètement, le manteau serré autour d'elle, comme une élève prise en faute. Les autres participants semblaient plus jeunes, plus libres, leur rire résonnait avec assurance. Elle se tenait droite mais fragile, les mains moites, le cœur battant. L'animatrice, une femme énergique prénommée Hélène, annonça « Aujourd'hui, nous allons travailler la voix. Laissez-la sortir, peu importe le son. » Quand vint son tour, Geneviève crut défaillir. Mais elle ouvrit la bouche. Ce ne fut pas une phrase, ni un mot articulé, seulement un souffle prolongé, presque un cri retenu depuis des années. Le son résonna dans la salle, surprenant, brut. Elle referma aussitôt les lèvres, honteuse. Mais Hélène applaudit doucement. Voilà. C'est ça. Vous commencez à exister ici. Geneviève sentit une chaleur l'envahir, une fierté discrète. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas cherché à plaire. Elle avait juste osé. Les semaines suivantes, elle persista. Chaque exercice devenait une petite victoire, marcher sur scène sans baisser les yeux, improviser une réplique, lire un poème à voix haute. Son corps tremblait encore, mais elle avançait. Et à chaque pas, elle sentait quelque chose se réparer en elle. Une cicatrice se fermait, une respiration nouvelle s'installait. À la bibliothèque aussi, de petites victoires parsemaient ses journées. Elle accueillait les visiteurs avec un sourire sincère, retrouvant une joie qu'elle croyait perdue. Les enfants du quartier venaient l'écouter lire des contes, Lou et Émile, assis au premier rang, la regardaient avec des yeux éblouis. Un soir, en rentrant, Lou lui dit « Mamie, tu brilles quand tu parles. » Ce mot, « brille », resta gravé dans son cœur. Elle avait toujours été celle qui éclaire les autres en silence. Désormais, elle brillait à ses propres yeux. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des livres dans les rayons, un vieil homme s'approcha. Il avait les cheveux blancs, une canne, et cherchait un roman de Modiano. Geneviève l'aida à le trouver. Ils échangèrent quelques phrases. « Merci, madame, dit-il en s'éloignant. » Et soudain, elle se surprit à sourire avec légèreté. Non pas parce qu'un homme l'avait remarqué, mais parce qu'elle se sentait encore capable de partager, d'exister dans le monde, d'avoir une place. Sa plus grande victoire, cependant, fut intérieure. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, habituée à sentir le vide à côté d'elle. Mais cette fois, elle ne pleura pas. Elle se leva, prit son carnet en cuir acheté à la librairie, et écrivit une phrase claire, « Je ne suis pas seule. Je me tiens avec moi-même. » Ces mots eurent l'effet d'un baume. Elle comprit alors que la solitude, aussi dure soit-elle, pouvait devenir une alliée si elle cessait de la combattre. Au printemps, le centre culturel organisa une petite représentation publique. Les élèves de l'atelier théâtre devaient monter sur scène pour lire un texte choisi. Geneviève faillit se désister. Elle inventa 1000 excuses, la garde des enfants, sa mère malade, la fatigue. Mais Hélène la fixa droit dans les yeux, « Vous devez venir. Ce n'est pas pour le public. C'est pour vous. » Le soir venu, la salle était modeste, une cinquantaine de chaises occupées par des voisins, des amis, des inconnus. Geneviève tremblait derrière le rideau. Quand son nom fut appelé, ses jambes refusèrent d'avancer. Puis elle vit Lou et Émile dans le public, assis au premier rang, agitant leurs petites mains. Alors elle inspira profondément, fit un pas, puis un autre. Elle lut un extrait de Colette. Sa voix était basse au début, puis s'éleva peu à peu, emplissant la pièce.
Elle parlait des jardins, des souvenirs, des renaissances. Quand elle termina, un silence respectueux suivit. Puis des applaudissements éclatèrent. Pas tonitruants, pas spectaculaires, mais sincères. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce soir-là, elle avait existé, pleinement, devant des témoins. En rentrant à la maison, Jeanne lança une pique. « Tu te prends pour une actrice, maintenant ?» Geneviève ne répondit pas. Elle monta dans sa chambre, s'assit au bord du lit, et sourit. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, les mots de sa mère glissaient sur elle comme la pluie sur une vitre. Ils ne la traversaient plus. La victoire n'était pas encore une révolution. Mais c'était un début. Elle savait que les luttes n'étaient pas finies, l'argent manquait, la fatigue pesait, les cicatrices demeuraient. Mais elle avait goûté à quelque chose d'irréversible, la dignité retrouvée, la certitude que sa vie pouvait encore lui appartenir. Ce soir-là, en fermant son carnet, elle écrivit « Chaque jour peut être une première fois ». Même à 63 ans. Elle referma le carnet avec douceur, comme on ferme un chapitre pour mieux en ouvrir un autre. Le printemps lyonnais apporta avec lui une douceur nouvelle, presque en accord avec la transformation intérieure de Geneviève. Les magnolias fleurissaient dans les squares, les terrasses se remplissaient de rires et de verres de rosée. Pour elle, chaque matin devint un terrain de conquête, non plus seulement une survie. Le premier goût de victoire qu'elle avait connu au théâtre et à la bibliothèque se transforma en élan. Un élan timide, certes, mais irrésistible. À la bibliothèque, on la remarqua davantage. Ses collègues, d'abord réservés, découvrirent une femme passionnée par les histoires et attentive aux gens. La directrice lui proposa d'organiser un atelier de lecture à voix haute pour les seniors. Geneviève accepta, la gorge serrée. Le premier jour, une dizaine de personnes s'assirent face à elle, des veuves, des retraités, des solitaires. Elle lut un passage de Marguerite Duras, la voix légèrement tremblante, puis plus ferme. À la fin, une vieille dame s'approcha et dit « Merci. Vous m'avez rappelé que je peux encore rêver. » Geneviève rentra chez elle bouleversée. Ses victoires ne concernaient plus seulement sa reconstruction. Elles touchaient d'autres vies. Avec Lou et Émile, le lien se renforça. Ils voyaient leur grand-mère différente, plus vivante. « Mamie, tu ris plus souvent », observa Émile un soir, les yeux brillants. Ce simple constat fut une conquête plus grande que toutes les autres. Les enfants, à travers leurs regards, validaient son nouveau chemin. Elle leur inventait des histoires au coucher, peuplées de vieilles héroïnes courageuses qui se lançaient dans des aventures improbables. Lou demanda même « Est-ce que toi aussi, tu es une héroïne, mamie ?» Geneviève sourit, émue « Peut-être bien, ma chérie. Peut-être bien. » La relation avec Jeanne, sa mère, ne changea pas du jour au lendemain. Les tensions restaient vives. Mais quelque chose s'inversa. Au lieu de subir les piques, Geneviève apprit à les relativiser. Quand Jeanne lançait « Tu perds ton temps avec tes histoires », elle répondait calmement « Ce temps, je l'ai gagné. » Et, étonnamment, sa mère baissait parfois les yeux, comme si une faille s'ouvrait dans son armure de pierre. Une fois, Geneviève surprit Jeanne l'écoutant derrière la porte lors d'une répétition de lecture. Elle n'en fit pas mention, mais ce détail resta gravé dans sa mémoire, même les murs les plus durs finissent par se fissurer. Son cercle s'élargit aussi. Les membres de l'atelier d'écriture devinrent peu à peu des compagnons précieux. Après chaque séance, ils allaient boire un verre dans un petit bistrot de la place Satonnet. Geneviève, qui se croyait condamnée à l'isolement, découvrit le plaisir des conversations légères, des rires partagés autour d'un café crème. Un soir, quelqu'un lui demanda « Tu n'as jamais pensé à publier tes textes ?» Elle rit, incrédule. Mais l'idée resta dans un coin de sa tête, comme une graine prête à germer. L'expansion prit une tournure inattendue lorsque la bibliothèque participa à la « Nuit de la lecture », un événement national. Geneviève proposa d'y lire un extrait de son propre carnet, plutôt qu'un texte d'auteur. Elle hésita jusqu'à la dernière minute, puis osa. Elle lut un passage où elle décrivait la solitude des nuits froides et la renaissance devant la mer de Sète. La salle resta silencieuse, suspendue à ces mots. Quand elle termina, des applaudissements éclatèrent, plus forts qu'au théâtre. Ce soir-là, elle sentit qu'elle avait franchi une frontière,
elle n'était plus seulement lectrice, mais porteuse de sa propre voix. Les conquêtes ne furent pas seulement artistiques ou sociales. Elles furent aussi intimes. Elle prit soin de son corps, qu'elle avait trop longtemps négligé. Chaque matin, elle marchait le long des quais de Saône, observant le reflet de la ville dans l'eau. Elle s'inscrivit même à un cours de yoga doux, malgré la peur du ridicule. La première séance, elle perdit l'équilibre et s'effondra sur le tapis, déclenchant des rires. Elle rit avec les autres. Et ce rire partagé, loin d'être humiliant, fut libérateur. Son corps, même cabossé par l'âge, avait encore le droit de bouger, de vivre, de s'éveiller. Un jour de mai, elle reçut une invitation. Hélène, son animatrice de théâtre, lui proposait de rejoindre un petit groupe qui préparait une pièce amateur pour l'été. Ce n'était pas un grand rôle, seulement quelques répliques. Mais pour Geneviève, c'était une conquête immense. Elle accepta, les yeux brillants. Elle, la femme qui avait été réduite à des silences et des interdits, allait monter sur scène, sous les projecteurs. Dans son carnet, ce soir-là, elle écrivit « Je ne suis plus seulement survivante. Je suis vivante ». Et ces mots, pour elle, résonnaient plus fort que n'importe quelle déclaration d'amour perdue. Peu à peu, sa fille Clara remarqua le changement. Lors d'une visite à Lyon, elle observa sa mère lire un conte aux enfants, entourée de voisins, le visage rayonnant. Clara, habituellement critique, resta silencieuse, les yeux humides. « Maman, je ne t'avais jamais vue comme ça, dit-elle simplement. » Ce fut une autre conquête, celle d'être reconnue par sa propre fille, non plus comme une femme effacée, mais comme une femme debout. Bien sûr, la route restait semée d'obstacles. Mais désormais, chaque victoire, même minuscule, s'additionnait. Elle formait une chaîne, un collier de perles fragiles mais lumineuses. Et Geneviève découvrait qu'à 63 ans, on pouvait encore réinventer sa vie. Toute victoire, même fragile, attire ses propres tempêtes. Geneviève l'apprit rapidement, comme si la vie voulait tester la solidité de ses nouvelles fondations. L'expansion de son univers, les sourires retrouvés, les applaudissements qui lui donnaient enfin une voix, tout cela semblait presque trop beau pour durer. Et effectivement, les ombres revinrent, mais cette fois elle n'était plus la même femme qu'auparavant. Le premier défi surgit de Jeanne, sa mère. La vieille dame, habituée à gouverner par ses règles et ses interdits, supportait de moins en moins de voir sa fille s'émanciper. Un soir, alors que Geneviève rentrait tard de répétition, Jeanne l'attendait assise dans le salon, ses yeux clairs plantés dans les siens. « Tu te prends pour qui, à courir partout à ton âge ? Tu nous laisses, moi et les enfants, pour jouer la comédie. » Le ton était accusateur, tranchant comme une lame. Geneviève sentit un instant l'ancienne culpabilité l'envahir, ce réflexe vieux de plusieurs décennies. Mais elle respira profondément et répondit, sans hausser le ton, « Je ne joue pas la comédie, maman. Je vis. Et je n'arrêterai pas. » Jeanne détourna le regard, blessée. Pour la première fois, Geneviève n'avait pas plié. Mais la douleur de ce bras de fer resta en elle toute la nuit. Le deuxième défi fut financier. Son emploi à la bibliothèque, bien que précieux, ne suffisait pas à couvrir toutes les dépenses. Paul, depuis son départ, n'en voyait plus rien. Clara, absorbée par sa carrière parisienne, ne pouvait pas contribuer davantage. Geneviève se retrouva plusieurs fois à devoir choisir entre payer une facture ou acheter de nouveaux vêtements pour Lou. Elle résolut ces dilemmes avec une ingéniosité farouche, brocante, entraide des voisins, repas simples mais chaleureux. Mais chaque choix lui rappelait que sa liberté avait un prix. Un autre défi fut intérieur, la peur de retomber. Les applaudissements du théâtre, les remerciements des lecteurs, les sourires de ses petits-enfants lui donnaient des ailes. Mais chaque soir, seule dans son lit, une voix sournoise murmurait « Et si tout cela s'écroulait encore ? Et si tu perdais tout une nouvelle fois ?» Cette peur la réveillait en sueur, la ramenant à la nuit où Paul avait quitté l'appartement avec ses valises. Elle comprit alors que la liberté n'était pas un état définitif, mais un combat quotidien. Elle affronta aussi le jugement des autres. Dans le quartier, certaines voisines glissaient des commentaires venimeux « Tu crois que c'est sérieux, à ton âge, de jouer à l'actrice, ou elle devrait se consacrer à ses petits-enfants au lieu de courir après des chimères ?» Ces phrases lui faisaient mal, mais elle apprit à ne plus s'y noyer. Elle les transformait en carburant.
Chaque remarque désobligeante devenait une raison supplémentaire de persévérer. Le théâtre, pourtant, apporta aussi des blessures. Lors d'une répétition, elle oublia ses répliques et resta muette devant tout le groupe. Un silence gêné s'installa. Elle sentit les regards, l'impatience des autres, sa gorge se nouer. Le soir même, elle pensa tout arrêter. « Je ne suis pas faite pour ça », se dit-elle en larmes dans la salle de bain. Mais le lendemain, Hélène, son animatrice, lui envoya un message. « Les trous de mémoire arrivent à tout le monde. Revenez. Vous avez une voix que personne d'autre n'a. » Ce simple message la ramena. Et quand elle revint sur scène, tremblante mais décidée, ce fut une victoire plus grande que toutes celles d'avant, la victoire sur l'abandon d'elle-même. Un jour, Clara, sa fille, vint la voir jouer. Ce fut un choc. Geneviève, en coulisses, aperçut son visage dans le public et sentit ses jambes faiblir. Jouer devant des inconnus était une chose, mais jouer devant sa propre fille, celle qui la voyait depuis toujours comme une femme effacée, était un défi immense. Elle inspira profondément et monta sur scène. Ce soir-là, elle donna tout. Quand la pièce se termina, Clara l'applaudit debout, les yeux humides. Après la représentation, elle murmura « Maman, je suis fière de toi. » Geneviève eut du mal à croire à ces mots. C'était comme un pardon, comme une réparation. Mais la vie, toujours, rappelait ses duretés. Quelques semaines plus tard, Jeanne tomba malade. Une pneumonie sévère l'envoya à l'hôpital. Geneviève passa des jours et des nuits à son chevet, oscillant entre fatigue extrême et inquiétude. Ses conquêtes personnelles furent mises en pause. Elle dut jongler entre son travail, les enfants, et les allers-retours à l'hôpital. La vieille culpabilité revint, pouvait-elle encore se permettre de penser à elle alors que sa mère luttait pour respirer ? Mais dans le silence de la chambre blanche, Jeanne la regarda un soir et murmura d'une voix faible « Tu es plus forte que moi, Geneviève. Pardonne-moi. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle, mais pour libérer, non pour détruire. Ce fut alors que Geneviève comprit, ces conquêtes n'étaient pas seulement pour elle. Elles étaient aussi pour sa mère, pour Clara, pour Lou et Émile. Chaque pas qu'elle faisait hors de l'ombre éclairait leur chemin à eux aussi. La croissance apportait donc des épreuves nouvelles, conflits familiaux, jugements extérieurs, fatigue, peur. Mais au lieu de la briser, ces défis l'affermissaient. Elle avait appris à ne plus reculer. Un soir, en écrivant dans son carnet, elle nota « Grandir, ce n'est pas éviter les tempêtes. C'est apprendre à danser sous la pluie. » Elle referma le carnet, et cette phrase résonna en elle comme une certitude. L'été s'installait à Lyon, avec ses terrasses bondées, les enfants qui couraient dans les fontaines de la place des terreaux et les soirées tièdes où la ville semblait vibrer d'une énergie douce. Pour Geneviève, cet été n'était pas comme les autres. Elle se surprenait parfois à sourire sans raison, à marcher la tête plus haute, à savourer chaque instant comme un trésor inattendu. Car désormais, elle savait, sa vie ne lui échappait plus. Elle la portait, avec ses blessures et ses victoires, avec sa fragilité et sa force. Les semaines qui suivirent la maladie de Jeanne marquèrent un tournant. Sa mère, encore affaiblie, se montra différente. Moins dure, moins tranchante. Un soir, alors que Geneviève lui préparait une tisane, Jeanne murmura « J'ai passé ma vie à croire qu'il fallait être forte en interdisant. Toi, tu m'as montré qu'on peut être forte en osant. » Ces mots, inattendus, résonnèrent comme une réconciliation tardive. Geneviève ne répondit pas. Elle posa simplement une main sur celle de sa mère. Parfois, le pardon ne se dit pas, il se vit. Lou et Émile, eux, grandissaient, portés par cette nouvelle atmosphère. Ils regardaient leur grand-mère comme une héroïne discrète. Un soir, après une répétition, Lou lui dit « Mamie, tu es comme les dames dans les contes, tu tombes, mais tu te relèves toujours. » Geneviève sourit, les yeux embués. Elle comprit que son véritable héritage ne serait pas matériel. Ce serait cette image, cette preuve qu'on peut se relever, même à 63 ans, même après avoir été abandonnée. Son aventure au théâtre prit aussi une ampleur nouvelle. La petite troupe amateur participa à un festival local. Ce n'était pas Avignon, ni une grande scène, mais pour Geneviève, c'était un sommet. Elle monta sur scène dans une robe simple,
la lumière chaude sur son visage, et prononça ses répliques avec une assurance nouvelle. Dans la salle, elle vit Clara, sa fille, qui l'applaudissait debout. Elle vit aussi des visages inconnus, des spectateurs touchés. Elle comprit alors que son histoire, longtemps vécue dans l'ombre, avait trouvé un écho. Elle ne portait plus seulement ses blessures, elle portait un message. La bibliothèque lui proposa ensuite de donner un atelier d'écriture autobiographique. Vous avez une expérience qui peut aider d'autres femmes, dit la directrice. Au début, Geneviève hésita. Elle se demanda, qui suis-je pour enseigner? Mais elle accepta. Le premier atelier réunit 6 femmes, toutes plus jeunes qu'elle, toutes blessées par des abandons, des silences, des injustices. Geneviève les regarda et dit simplement, « Écrivez. Écrivez tout. Même ce qui fait mal. Parce qu'un jour, vous lirez vos propres mots et vous comprendrez que vous êtes encore debout. » Ce jour-là, elle se sentit passeuse. Un après-midi, en triant ses carnets, elle décida de relier ses écrits. Non pour les publier nécessairement, mais pour les laisser aux siens. Elle imagina Lou et Émile, plus tard, découvrant ces pages. Elle voulait qu'ils sachent que leur grand-mère avait souffert, mais qu'elle avait transformé cette souffrance en force. Elle voulait qu'ils comprennent qu'on n'est jamais trop vieux pour recommencer, que chaque âge contient sa propre renaissance. Dans les rues de Lyon, certains voisins la regardaient désormais autrement. Non plus comme la femme abandonnée, mais comme la dame qui lit, la grand-mère courageuse, la voix de la bibliothèque. Cette reconnaissance, même discrète, avait valeur d'ancrage. Geneviève n'avait pas seulement repris sa vie, elle l'avait élargie, elle l'avait partagée. Une soirée d'été, elle emmena Lou et Émile sur les quais de Saône. Ils mangèrent une glace, assis sur un banc, regardant les péniches glisser lentement. Geneviève leva les yeux vers le ciel rosé. Elle se rappela le soir où Paul était parti avec ses valises, le gouffre qu'elle avait ressenti, cette impression de faim absolue. Et maintenant, des années plus tard, elle était là, entourée de rires d'enfants, le cœur en paix. Ce contraste la fit sourire. Elle avait cru que sa vie s'arrêtait ce soir-là. En réalité, elle commençait. Avant de rentrer, elle dit doucement aux enfants, « N'oubliez jamais, mes amours, ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on est fini. On tombe pour apprendre à se relever. Et chaque fois qu'on se relève, on devient plus fort. » Les enfants hochèrent la tête, sans mesurer encore toute la profondeur de ces mots. Mais Geneviève savait, un jour, ces phrases deviendraient leur boussole. Dans son dernier carnet, elle écrivit une conclusion simple. J'ai cru mourir le jour où il a fermé la porte. Mais ce jour-là, j'ai seulement perdu une cage. Aujourd'hui, j'ai des ailes. Et si je peux voler à 63 ans, alors toute femme, quel que soit son âge, peut le faire. Ce fut son héritage, une vie réinventée, une preuve vivante que la liberté et la dignité ne connaissent pas d'âge. Une promesse silencieuse à toutes celles qui, quelque part, croient encore qu'il est trop tard. L'histoire de Geneviève n'était pas seulement la sienne. C'était celle de milliers de femmes qui, à travers la France, ont cru que leur vie était finie après une trahison, un abandon, une humiliation. Mais son parcours nous dit ceci, même au cœur du vide, il existe une étincelle. Même à 60, 70 ans, on peut se relever, apprendre, rire, aimer. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais.